Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue aux 20h. Une adolescente de 14 ans, porteuse de la grippe A H1N1, est morte aujourd'hui à Brest. On ignore pour l'heure si son décès est directement lié au virus. Elle souffrait par ailleurs d'une maladie grave et d'une infection pulmonaire. Une nouvelle explosion à la voiture piégée en Espagne a fait 2 morts aujourd'hui à Majorque, 2 gardes civils. Tous les aéroports de l'île ont été fermés pendant quelques heures. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais les autorités dénoncent ce soir une nouvelle action de l'ETA. En France, 40 salariés d'un supermarché en Alsace ont été pris en otage ce matin par des malfaiteurs armés. Ces derniers sont finalement repartis sans butin. Nous verrons dans ce journal que les braquages de supermarchés se multiplient sur le territoire. Nous ferons aussi le point sur le tourisme pour ce mois de juillet. Le bilan économique est plutôt mauvais, en particulier dans le secteur du luxe et du haut de gamme. Et puis nous reviendrons aussi sur la 2e place d'Alain Bernard aux 100 mètres nage libre. C'était tout à l'heure à Rome. Il espérait la première place. Consolation pour lui, c'est un compatriote et ami, Frédéric Bousquet, qui a décroché la 3e place du podium. On commence avec ce décès inquiétant. C'est peut-être le premier cas mortel de grippe A H1N1 en France. Une adolescente de 14 ans est morte aujourd'hui au CHU de Brest. Elle souffrait d'une maladie grave et d'une infection pulmonaire. Elle était donc fragilisée. Toute la question est maintenant de savoir si le virus est responsable de son décès. Nathalie Sapena, Valérie Lucas. C'est dans cet hôpital de Brest que la première victime française de la grippe A H1N1 est morte. Une adolescente de 14 ans qui avait été hospitalisée le 10 juillet parce qu'elle souffrait de tuberculose et d'une autre maladie pulmonaire grave. L'annonce officielle par l'Institut de veille sanitaire est tombée cet après-midi, mais le décès remonte à au moins une semaine. C'est lors d'un bilan la veille de son décès que les médecins ont découvert qu'elle était aussi atteinte du virus A H1N1. Selon les communiqués officiels, l'adolescente n'est pas morte directement d'une forme sévère de la grippe A. Comme toutes les grippes, ça peut entraîner des accélérations de ces maladies ou en tout cas entraîner des complications qui peuvent être mortelles. Quelle que soit la forme de l'immunodépression, et donc toute une série de maladies sont susceptibles d'entraîner des complications lorsqu'il y a une grippe. La France vient de passer le cap des 1000 cas de grippe A recensés depuis le début de l'épidémie. Avec un taux de mortalité évalué entre 1 à 3 pour 1000, ce décès était donc statistiquement attendu. Pour l'instant, il n'y a pas de cas sévères actuellement hospitalisés en France. Et en direct de Brest, on retrouve notre correspondant Jacques Deveau. Bonsoir Jacques, est-ce que vous en savez plus ce soir sur les circonstances du décès de cette adolescente ? Non, pour l'heure, on ne connaît pas encore les raisons exactes de son décès, mais on nous dit qu'elle souffrait déjà d'une grave maladie qui a justifié son hospitalisation. Sur place, en tout cas, il n'y a rien de particulier à signaler. L'hôpital reste ouvert à tous. Aucun dispositif visible n'a été mis en place. Le CHU se divise en 2 parties. Dans les 2 hôpitaux règne la même ambiance, que ce soit dans le service de pédiatrie ou en pneumologie. Pas de panique donc. D'ailleurs, ce soir, dans un communiqué, le gouvernement rappelle que le virus présente une forte capacité de transmission, mais demeure d'une faible virulence. Une conférence de presse est prévue d'ici quelques minutes et l'on devrait en savoir plus sur les raisons exactes de ce décès. Merci Jacques, et puis on vous retrouvera bien sûr au cours de ce journal si vous avez de plus amples informations. Alors vous l'avez compris, la grippe A, comme toutes les grippes, est d'autant plus dangereuse quand elle touche des personnes affaiblies. Et c'est pour cela que l'émotion était grande aujourd'hui à l'hôpital Foch de Suresnes, cette fois dans les Hauts-de-Seine. On a appris que 2 membres du service de pneumologie avaient contracté le virus. Les patients à risque dans ce service ont été isolés et traités au Tamiflu à titre préventif. Laurence Decherf, Clément Le Goff, Mathieu Birdel. Dans ce service de pneumologie de l'hôpital Foch de Suresnes, le virus H1N1 a été détecté chez un kinésithérapeute et une infirmière. Pour la première fois, un cas de grippe A est décelé chez du personnel soignant. Une vingtaine de patients hospitalisés dans le service sont isolés, chacun dans une chambre. Les patients comme les familles sont très sereins. Il y a actuellement une maman qui accompagne son fils là, on en a encore discuté ce matin, et quelquefois le personnel du service comme les gens malades sont plus sereins quelquefois que les gens de l'extérieur. Sereine mais un peu inquiète cette maman car son fils vient de subir une greffe de poumon. Il est donc plus vulnérable. Son frère, lui, n'a pas eu le droit de visite. Là j'ai vu, il est bien, ça me rassure. Ça fait que 14 jours qu'il a été greffé. Il a encore les agrafes, il a encore tout. S'il attrape la grippe, ça fait que c'est pas bon pour lui, quoi. Mais aucun des patients ne présente à ce jour de symptômes de la grippe A.
Depuis mardi, le plan d'urgence a été activé, mise en quarantaine des 20 patients et traitement avec Tamiflu et autres précautions. Diminution des visites des familles des patients qui sont aujourd'hui isolés, avec des consignes très strictes d'hygiène, avec port de masque et nettoyage aux solutions hydroalcooliques, également pour les soignants. Plus aucune admission n'est possible dans cette partie du service. Le kinésithérapeute et l'infirmière sont soignés et confinés chez eux. Ouais, alors encore une fois, il faut bien distinguer deux choses dans ce virus de la grippe A H1N1. Il y a la dangerosité et puis il y a la vitesse de contagion. En ce qui concerne la dangerosité, les chiffres jusqu'à présent n'offrent pas de quoi s'inquiéter, en tout cas pas plus que pour une grippe normale. Ce qui inquiète en revanche, c'est la vitesse de propagation du virus. Elle est impressionnante. Jérôme Berma. Fin mars, le virus fait son apparition au Mexique. 4 mois après, il a fait le tour du monde. Chacun de ces points rouges est un pays touché. À ce jour, dans 160 pays, plus de 134 000 cas ont été enregistrés, entraînant 816 décès. Dernière en date, hormis la France, la Belgique a connu elle aussi aujourd'hui son premier cas mortel, et celui-là semble directement lié au virus. Une jeune femme d'une trentaine d'années, admise lundi aux urgences pour de faibles symptômes grippaux, elle est finalement décédée ce matin d'une double pneumonie. Elle ne faisait pas partie des personnes à risque. Il s'agissait d'une personne sans risque prédéterminé. Malheureusement, cela n'exclut pas la survenue quand même exceptionnelle de complications. Belgique, France sont les 4e et 5e pays de l'Union européenne à enregistrer un décès. Il y en a eu 7 en Espagne, 31 au Royaume-Uni, le pays européen le plus touché. Mais la Grande-Bretagne a enregistré cette semaine des nouvelles encourageantes. Le nombre de cas n'augmente plus rapidement et pourrait avoir atteint un palier. Selon le ministère britannique de la Santé, le virus ne donne aucun signe de mutation, il ne devient pas plus virulent et ne développe pas de résistance aux antiviraux. Dans le reste de l'actualité, une quarantaine de salariés d'un supermarché ont été pris en otage ce matin par des malfaiteurs. Cela s'est passé à Villers, dans le Bas-Rhin. C'est le 40e braquage de ce type en France en moins d'un an. Le mode opératoire est à chaque fois identique et relève, selon les gendarmes, des techniques du grand banditisme, comme pour les cases de banque ou de bijouterie. Oriane Bolin, Lionel Feuerstein, Pascal Caron. L'agression avait été minutieusement préparée. 5 heures du matin, les malfaiteurs attendent les employés à l'entrée du supermarché. J'ouvre la porte du personnel et là on est tout de suite pris par un agresseur cagoulé, armé. Il voulait la combinaison du coffre, le contenu du coffre, uniquement. Il y en a un qui était relativement calme, les deux autres avaient apparemment l'air plutôt agressifs, quoi. La prise d'otage va durer 2 heures. Un employé a donné l'alerte discrètement. Les malfaiteurs prennent la fuite sans emporter de butin. Malgré d'importants moyens déployés, ils n'ont pas été retrouvés. Leur mode opératoire, les gendarmes commencent à le connaître. C'est le principe de ce genre d'agression, c'est de cueillir les employés au fur et à mesure qu'ils arrivent pour les neutraliser. Car les grandes surfaces en milieu rural semblent être la nouvelle cible de groupes de braqueurs. Plusieurs enseignes ont subi le même sort ces dernières années dans plusieurs départements. Celui-ci a été braqué il y a 1 mois. Toujours le même procédé. Mon premier employé qui est arrivé donc à 5 heures du matin a ouvert l'entreprise et l'entrée du personnel avec une empreinte digitale. Les 3 malfaiteurs qui étaient cachés derrière lui l'ont maîtrisé et l'ont emmené dans la salle de pause. Et une fois que les malfaiteurs ont réussi à avoir les codes des coffres, les malfaiteurs se sont servis et sont repartis immédiatement après. Un butin conséquent, 70 000 € en liquide. Depuis, cette entreprise a revu ses procédures de sécurité, à la fois pour limiter les risques de braquage et pour rassurer un personnel toujours traumatisé. J'ai encore quelques personnes qui, le matin, entre 5h30 et 8h30 avant l'ouverture du magasin, j'ai certaines personnes qui craquent, qui pleurent encore lorsqu'elles sont seules. Est-ce que vous avez pris des mesures de sécurité depuis? Alors, au niveau de sécurité, j'ai travaillé avec notre centrale Système U pour renforcer la sécurité dans nos magasins et pour renforcer également la sécurité de nos employés. Les employés des supermarchés sont préparés à ce genre de situation, mais les violences se multiplient. En 1 an, les vols à main armée dans les grandes surfaces ont augmenté de plus de 30%. Leur cavale aura duré 4 heures. 3 prisonniers de la maison d'arrêt de Béziers se sont évadés ce matin en passant tout simplement par les cuisines restées ouvertes à cause de la chaleur. C'est un hélicoptère de la gendarmerie qui les a finalement repérés alors qu'ils roulaient à contresens sur l'autoroute à bord d'une voiture volée.
Aurélia Brault, Mathias Second. Une évasion presque sans difficulté. 8h15 ce matin, 3 détenus âgés de 20 à 30 ans échappent à la vigilance de leurs gardiens, passent par la cuisine, la cour et franchissent ce mur d'enceinte. Du portail, ils ont sauté, quasiment les 3 en même temps. J'étais surpris, j'ai pas eu le temps de réaliser ce qui se passait, ils étaient déjà partis, donc voilà. Ils volent alors une voiture et s'enfuient. Les 3 hommes sont des prévenus en attente de jugement, certains pour vol, d'autres pour vol à main armée. Le plan épervier est rapidement déclenché. Pris en chasse par les gendarmes, ils font demi-tour sur l'autoroute, abandonnent le véhicule, fuient à pied, mais c'est la fin de la cavale, il est 11h15. Cet après-midi, le procureur de Béziers parle, lui, d'une évasion préméditée. Vu les circonstances et le mode opératoire, ils ont réfléchi à leur opération, ils l'ont préparée, ils l'ont préméditée. Ils ont bénéficié d'un effet d'aubaine, c'est-à-dire la vétusté de la maison d'arrêt. Ce matin, les 3 détenus auraient échappé à la vigilance de leurs gardiens grâce à la porte des douches, restée comme souvent ouverte, car elles ne sont pas aux normes. Les douches font 7 mètres carrés, il y a 3 douches, c'est un petit local. Vu la chaleur qu'il fait à l'établissement, c'est vrai que la porte de la douche est ouverte. Puisque les détenus, ils rentrent, ils referment, ils repartent, on ne peut pas fermer la douche, c'est impossible. Il y avait ce matin 6 surveillants pour une centaine de détenus. Des détenus qui seront bientôt transférés ici, dans cette prison neuve et plus sécurisée. Les 2 pompiers volontaires impliqués dans des départs de feu ce mois-ci en Corse sont désormais en prison. Ils ont reconnu les faits. Selon le procureur, leur motivation était purement financière. Ils voulaient toucher la prime d'intervention de nuit. Leur geste avait rapporté 19 € à l'un et 38 € à l'autre. Ils risquent jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle. Il est 20h10, à suivre l'inquiétude en Espagne avec 2 attentats à la voiture piégée en 2 jours. Une explosion a fait 2 morts aujourd'hui sur l'île de Majorque. En Iran, la tension est remontée d'un cran ce soir, à la suite d'une cérémonie à la mémoire des opposants morts le mois dernier dans les manifestations. Et puis nous ferons aussi le point sur le bilan touristique de ce mois de juillet. Il n'est pas très bon, vous le verrez. D'abord, on va partir en Espagne où en pleine saison touristique, l'île de Majorque, aux Baléares, a été totalement bouclée pendant quelques heures cet après-midi. Les aéroports ont rouvert ce soir, mais l'inquiétude demeure. Une bombe a tué 2 gardes civils, une deuxième a pu être désamorcée. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais le gouvernement espagnol dénonce ce soir l'action de l'ETA. L'organisation séparatiste basque célébrera demain ses 50 années d'existence. Frédéric Rotard. Dans cette voiture en feu qui vient d'exploser, 2 policiers espagnols ont trouvé la mort. Cet attentat, imputé par les autorités espagnoles à l'ETA, mais qui n'a pas été revendiqué, s'est produit à quelques kilomètres seulement de la résidence de la famille royale espagnole. J'ai vu une voiture de police complètement détruite et des policiers tués. Des secours ont essayé de les aider, mais... Aussitôt, l'île de Majorque a été complètement bouclée. De gigantesques embouteillages sont apparus. Les touristes n'ont pas pu accéder ni au port ni à l'aéroport pendant quelques heures. Un peu plus tard, une seconde bombe a été désamorcée sous un véhicule militaire. Cette action intervient au lendemain d'une autre attaque beaucoup plus spectaculaire mais moins meurtrière, celle d'une garnison militaire à Burgos qui a fait 64 blessés. Ces 2 attentats ont lieu à la veille du 50e anniversaire de la création d'Euskadita Askatasuna, le vrai nom de l'ETA, organisation basque d'inspiration marxiste. Apparue sous le franquisme, elle s'illustre en 1973 avec l'assassinat de l'amiral Carrero Blanco, le chef du gouvernement espagnol. En 50 ans, elle fait plus de 800 morts. 700 membres de l'organisation sont actuellement sous les verrous, arrêtés parfois sur le territoire français qui a longtemps servi de base arrière. L'ETA, que d'aucuns pensaient en perte de vitesse, bouge encore. La trêve, qui avait été annoncée en 2006, n'est plus qu'un lointain souvenir. Le Maroc fête depuis aujourd'hui les 10 ans de règne de son roi. À cette occasion, de nombreuses festivités sont prévues dans tout le pays. Sur un plan politique, Mohamed VI s'est engagé tout à l'heure dans son discours à la nation à poursuivre ses réformes, en particulier dans l'éducation, le développement social ou encore la justice. En Iran, l'hommage aux manifestants tués alors qu'ils protestaient contre le résultat de l'élection présidentielle a tourné à l'émeute aujourd'hui. La police est intervenue au sein même du cimetière pour disperser le rassemblement à coups de matraque et de bombes lacrymogènes. Amaury Guibert. Bras levés, signe de la victoire, ils sont des milliers dans le cimetière de Besht Zahra, au sud de Téhéran. Ce devait être une cérémonie de deuil pour les victimes de la répression. Cela se transforme en manifestation. La colère est le symbole. C'est ici qu'est enterrée Neda, cette jeune iranienne tuée par balle le 20 juin dernier. Les images ont fait le tour du monde.
Mais la police avait pris les devants. Elle disperse la foule à coups de gaz lacrymogène. Il y a des blessés, mais les manifestants n'ont pas dit leur dernier mot. Par milliers, à pied ou en voiture, ils se replient vers le centre de Téhéran. Klaxon hurlant en signe de protestation. Image transmise par un manifestant. La presse étrangère est toujours bannie d'Iran. Car la répression continue. Le bras armé du régime, ce sont notamment les Basijis, ces miliciens à moto, particulièrement redoutés. Un peu plus loin, près de la grande place Vanak, des coups de matraque pleuvent. Mais en face, le manifestant ne semble pas vouloir reculer. Le courage du côté d'une foule qui grossit. Alors que la nuit est tombée, des manifestations seraient toujours en cours à Téhéran. Et puis violence aussi au Nigeria où le président a décidé d'en finir une fois pour toutes, ce sont ses propres termes, avec une secte extrémiste islamiste qui se réclame des talibans afghans. L'armée a attaqué son fief dans le nord-est du pays. Le bilan est très lourd, 600 personnes ont été tuées lors de ces affrontements. Ce soir, le pouvoir indique que le numéro 2 de la secte aurait été abattu alors qu'il tentait de fuir avec ses partisans. Direction la Californie maintenant, avec un bel exemple de pragmatisme à l'américaine. L'État de Californie, vous le savez, croule sous les dettes. Alors son gouverneur, Arnold Schwarzenegger, a trouvé une solution. Il suffisait d'y penser et réduire la population carcérale très coûteuse. En un an, pas moins de 27 000 prisonniers devront être libérés. Renaud Bernard, Martine Laroche-Joubert, Pascal Geoffriot. C'est le dernier film d'Arnold Schwarzenegger, diffusé depuis 10 jours sur toutes les télés locales. Et il a de quoi faire peur. Parce que la dette de la Californie augmente à la vitesse de 300 $ par seconde, le gouverneur en est réduit à ouvrir les portes des prisons. Moins de détenus à surveiller, c'est moins d'argent dépensé. Au pénitencier de Solano, sur les 6 000 prisonniers, 1 millier pourrait être relâché. Ici, les détenus sont tellement nombreux que le gymnase a dû être transformé en dortoir. Même les animaux ne vivent pas aussi près les uns des autres. Nous avons des lits superposés à 3 niveaux. Pas d'intimité. C'est une situation incontrôlable. Je suis stupéfait que ça dure depuis si longtemps. À Solano, 200 postes de gardiens pourraient être supprimés. Sur les 32 pénitenciers que compte la Californie, cela fait plus d'1 milliard de dollars d'économies. Le directeur de Solano prépare déjà ses détenus au retour à la vie civile. Il faut réduire le nombre des prisonniers. On essaie de leur donner des outils pour leur réinsertion. À la veille de retrouver la liberté, ce ne sont pas les prisonniers qui diront le contraire. Beaucoup de gens ici sont très motivés pour travailler. Par mesure de sécurité, une partie des criminels libérés sera assignée à résidence. Entre la rigueur budgétaire et la sécurité de ses concitoyens, Arnold Schwarzenegger a choisi. C'est une confirmation en chiffres. Le secteur de l'automobile va très mal en France. Renault a annoncé aujourd'hui une perte nette gigantesque, 2,7 milliards d'euros pour les 6 premiers mois de l'année, soit un recul de 24% de son chiffre d'affaires. Hier, le groupe PSA avait affiché, vous le voyez, une perte de 962 millions d'euros pour la même période. Dans ce contexte, les sous-traitants, vous le savez, sont eux aussi en grande difficulté. Et ce soir, tous les regards se tournent vers l'usine de New Fabrice à Châtellerault. L'ultimatum lancé par les salariés pour faire sauter le site expire demain. En attendant un vote, le bras de fer avec le gouvernement s'est poursuivi aujourd'hui par une manifestation. François Privat, Fabien Tormos. Réinstallés anonymement dans la nuit, des bonbonnes de gaz synonymes de confusion. Devant l'usine en fin de matinée, hors caméra, les représentants syndicaux ordonnent leur retrait. 2000 personnes à peine pour une manifestation qui se voulait nationale. Dans les rangs, des salariés de Renault ou de Continental venus apporter leur soutien. À moins de 24 heures de l'ultimatum fixé par les Fabrice, leur mode d'action fait beaucoup parler. C'est les bouteilles de gaz qui ont fait venir les médias. Et après, on a eu automatiquement une négociation qui s'est ouverte. S'il n'y avait pas eu les médias et les bouteilles de gaz, on n'aurait jamais rien eu. On nous aurait laissé mourir dans notre coin. Les médias, Guy Eyerman, le leader CGT de l'usine, les fréquente assidûment depuis 3 semaines. Est-ce que vous avez utilisé selon vous la bonne méthode? On n'a pas été entendu. Bon, maintenant, on aurait été jusqu'au bout, on sera battu. Là, au moins, ça sera la fierté des New Fabrice et on sera battu jusqu'au bout. Vous savez ce que vous risquez pénalement derrière, éventuellement? Ça, moi, j'ai plus rien à perdre. Ils ont déjà tout perdu. Moi, n'importe comment, j'ai tout perdu. Moi, je ne risque rien. Si je dois aller au trou, j'irai au trou. Hein. Ça, Le gouvernement dénonce toute forme de pression. Les ex-salariés, eux, semblent assumer leurs gestes.
Faire le coup médiatique avec les bonbonnes de gaz, on aurait dû le faire dès le début. Ultime négociation demain matin. Les ex-Fabrice persistent à réclamer 30 000 € de primes supralégales, bien loin des 11 000 proposés. Autre colère, celle des producteurs de fruits du sud de la France. Ils ont arrêté ce matin les camions en provenance d'Espagne sur le péage de l'autoroute A9 au Pertus. Ils dénoncent une concurrence déloyale alimentée selon eux par la grande distribution et les grossistes. Les cargaisons de 5 poids lourds ont été détruites. Un incendie dans les Bouches-du-Rhône a provoqué cet après-midi une panne d'électricité monstrueuse. Près de la moitié des habitants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ont été privés de courant pendant plus d'une heure. Anne-Charlotte Tinet. Ce n'est pas un feu très étendu, 50 hectares tout au plus, mais il menace cette double ligne à haute tension de 400 000 volts. À elle seule, elle alimente Marseille et une partie des départements du Var et des Alpes-Maritimes. À la demande des pompiers, EDF a donc dû la couper, seul moyen de permettre aux Canadair de travailler en toute sécurité. En ville, première conséquence visible, plus de feux de circulation et des embouteillages en série. Là, ça fait une bonne vingtaine de minutes et on a dû faire quoi? Peut-être 100 mètres, 30 mètres, pas plus quoi. C'est un peu embêtant, mais il va falloir revoir les lignes électriques qui alimentent le département pour que ça puisse aller mieux. Car ce n'est pas la première fois qu'un tel incident se produit. En 2008, un orage avait également endommagé ces mêmes lignes et plongé toute la région dans le noir. Moins d'1 heure de coupure pour le métro, une vraie galère pour les vendeurs de glace. Mais EDF l'assure, pas de perturbations majeures. Les équipements vitaux comme les hôpitaux n'ont pas été touchés. Pas de soleil pour l'industrie du tourisme au mois de juillet. La crise est passée par là. Le chiffre d'affaires a globalement baissé par rapport à l'année dernière, de 7% en moyenne, particulièrement touché. Le très haut de gamme, les formules à bas prix en revanche s'en sortent plutôt bien. Hakim Abdelkalek, Virgile Liado. C'est une bâtisse bourgeoise du XVIe siècle, au cœur des ruelles de Saint-Paul-de-Vence, repère habituel des touristes anglo-saxons. Dans ses murs, un hôtel haut de gamme, un 4 étoiles, salon cosy, chambre raffinée à 500 € la nuit, géré par Domenico Biamonti. On doit vérifier que la chambre soit parfaite, qu'il n'y a pas de résidus de clients précédents. Ce mois-ci, il a perdu 20% de sa clientèle. L'hôtellerie haut de gamme est la principale victime de la crise. On a le vrai riche et les clients qui font des économies. Le vrai riche, il va dans les grands hôtels parce que les moyens, il les a toujours et il veut quand même profiter. Et après, il y a le client moyen qui était un client qui pouvait être notre client, qui préfère faire des économies et descendre de catégorie. Dans les gîtes et les maisons d'hôtes, le bilan est mitigé. La première quinzaine du mois de juillet a été très mauvaise et les clients qui viennent économisent au maximum. Vous voyez que cette année, le réfrigérateur est particulièrement plein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les clients vont réduire leur budget restaurant et manger au bord de la piscine, ici, leur petit pique-nique. Grand gagnant de ce mois de juillet, les hôtels économiques, 50 € la chambre, et de nouveaux clients, les classes moyennes. Nous avons une clientèle qui descend de catégories qui pouvait auparavant aller dans des étoilés et nous les avons chez nous en ce moment. Pour les mois de juin et juillet, la fréquentation des hôtels a baissé de 16% en France par rapport à l'an passé. Mais les réservations sont bonnes pour le mois d'août, de quoi redonner un peu d'espoir à l'ensemble du secteur touristique français. Alors le tourisme c'est une manne, mais cela peut aussi être un problème. Un exemple, en Chine, depuis des millénaires, les paysans de Longshan dans le sud du pays sculptent les montagnes pour pouvoir cultiver le riz. Mais les visiteurs ont trouvé cela tellement beau qu'ils se sont mis à affluer par milliers. Et résultat, l'équilibre économique local menace d'être rompu. C'est un reportage de Pascal Golomer et de Sylvain Giaume. Le jour n'est pas encore levé. Monsieur Pan est déjà sur le sentier qui mène à ses rizières. Quelques centaines de mètres carrés de terrasses qu'il cultive, qu'il entretient, année après année, pour nourrir sa famille. Cela fait près de 8 siècles que les paysans de Longshan sculptent ainsi la nature, devenue grâce à leur travail l'un des paysages les plus magiques de Chine. Nous, on n'avait jamais vraiment apprécié le paysage. On y vit, on ne se rend pas compte. Mais quand les touristes ont pris les photos, là, on a trouvé ça très joli. Les voilà ces touristes, eux aussi très matinaux. Beaucoup de passionnés de la photo venus saisir la lumière de l'eau.
Ils ont découvert le site il y a une dizaine d'années seulement. Depuis, les chiffres augmentent de manière spectaculaire. Près de 300 000 visiteurs l'an dernier. C'est moins connu que la Grande Muraille ou les soldats de terre cuite parce que c'est accessible depuis peu. Maintenant, il faut davantage exploiter le site, développer les activités touristiques. C'est déjà commencé. Plusieurs centaines d'hôtels ont vu le jour le long des sentiers. Les villageois se lancent dans la vente d'objets souvenirs et proposent aussi leurs services pour porter les bagages des marcheurs fatigués. Même M. Pan a décidé d'imiter ses voisins. Il a aménagé chez lui des chambres d'hôtes. Authenticité garantie. Et en cuisine, Madame se charge de préparer les repas. 10 € par jour en pension complète. Pour les paysans, c'est un revenu précieux. Ici, on ne peut gagner de l'argent qu'avec le tourisme, pas avec les rizières, ni avec l'élevage. J'ai quelques cochons, mais personne n'en veut parce qu'il n'y a pas de route pour venir les chercher. Mais demain, qui continuera à cultiver les rizières si le tourisme rapporte de plus en plus? Déjà, au fil des années, beaucoup de jeunes sont partis travailler à la ville et certaines familles ont abandonné la terre. Les chefs des villages en ont bien conscience. Il faut se méfier du miroir aux alouettes. Si les touristes découvrent qu'on ne cultive plus les rizières, est-ce qu'ils viendront encore? Sûrement pas. Donc il faut réglementer. Par exemple, s'ils ne cultivent plus, les paysans ne toucheront plus leur part sur les tickets d'entrée. L'équilibre est fragile. Un équilibre que les terrasses de Longchang doivent à tout prix maintenir si elles ne veulent pas devenir de nouvelles victimes du tourisme de masse. Superbe. En sport, le nageur français Alain Bernard n'a pas réussi son pari au championnat du monde à Rome. Pour 21 petits centièmes, il s'est fait ravir la première place tout à l'heure au 100 mètres nage libre. Consolation, en revanche, son compatriote et copain Frédéric Bousquet est monté avec lui sur le podium. Christophe Duchiron, Frédéric Bazille. Pour un peu, on aurait dit une ambiance de western avec à la place des chapeaux de cow-boy des bonnets de bain. À Rome, c'était le Far West avec à l'affiche Alain Bernard et Frédéric Bousquet. En tout, 8 hommes partagent une même obsession, décrocher l'or de la reine des courses de sprint, le 100 mètres nage libre. Il n'y eut qu'un seul coup de pétard, celui du starter, qui libère l'énergie des chercheurs d'or. Au couloir 4, Alain Bernard a une pancarte de favori aussi large que ses épaules. Si ce n'est qu'à ses côtés nage le redoutable brésilien César Cielo, un genou exalté. Après 50 mètres, parti comme une balle au couloir 8, Bousquet vire en tête devant Cielo. Alors débute le grand retour du grand Bernard qui passe à l'attaque. Il revient à coup de centimètres, c'est le moment de la grande bagarre. La victoire se joue au milieu de l'écran entre le Brésilien et le Français. En tribune, le public retient son souffle. Cielo s'impose finalement en 46 secondes 91, record du monde. Bernard est deuxième, Bousquet troisième, et dans un geste amical, la médaille d'argent embrasse la médaille d'or. C'est chevaleresque. Il faut savoir reconnaître que des fois on est moins fort et voilà, aujourd'hui j'étais moins fort, tout simplement. Je suis très heureux d'être de retour sur le plateau mondial au niveau du 100 mètres et encore plus d'être sur le podium. Surtout derrière 2 champions olympiques, je veux dire, c'est pas donné à tout le monde. Toujours pas de Marseillaise à Rome, mais 2 nageurs français sur le même podium, ça reste un joli tir groupé. Le Brésilien César Cielo, 22 ans, est un beau vainqueur. Il en a pleuré. Et puis toujours en sport, une belle image, celle du départ de la solitaire du Figaro. Les 52 participants ont pris la mer tout à l'heure et ont quitté Lorient, destination la Corogne. Le temps, vous le voyez, était plutôt clément. Yann Eliès est en tête pour l'instant, mais la partie d'échecs commence. La meilleure route n'est pas toujours la plus droite. Nul doute que la meute risque de suivre le choix des favoris. Mais l'histoire de cette course montre que ceux qui ne suivent pas le troupeau décrochent souvent la victoire. C'est une belle métaphore de la vie en quelque sorte. On va refermer Culture maintenant avant de refermer ce journal. Elle était la nouvelle star l'an dernier. Elle vient de sortir son premier album, 20 mètres carrés, c'est le titre. C'est aussi la taille de son appartement, mais peut-être pas pour longtemps. Jean-François Firé, Daniel Lévy. Elle vous reçoit comme des amis. Ah, c'est vous? Ça va? Vous venez pour la boum? Ok, on y va. Bienvenue dans l'univers d'Amandine. 20 petits mètres carrés plus bohème que bourgeois, voire un peu baba. Très cool dans tous les cas. Attends, on recommence parce qu'en fait, j'entends pas bien. Attends, hein, parce qu'on va recommencer parce que là, je suis pas du tout installée. Oh, c'est pas stressant, hein? Non, c'est bien. On l'avait quitté rock dans un télécrochet. Elle rêve et imagine les jours, il parle. On la retrouve pop, loin du barnum audiovisuel qu'il a consacré. Et se laisse aveugler. Lisa,
faire découvrir d'autres facettes qui sont en moi, et notamment le côté rigolote ou un petit peu déjanté qu'on n'a pas pu voir vraiment à fond à la Nouvelle Star. Et le côté aussi plus doux, plus intimiste aussi que j'aime bien. Il n'y a encore qu'un an, elle jouait seule avec sa guitare au comptoir des cafés-concerts de Toulouse, sa ville natale. Je le savais, je le sentais, que tu n'étais pas l'homme de la situation. La voici désormais tête d'affiche d'une émission de radio de la capitale. La Nouvelle Star a-t-elle le sentiment du devoir accompli? Ah, moi je me sens pas star. Enfin, moi ça m'intéresse pas spécialement d'être star, mais plutôt artiste ou artiste-star à ce moment-là. Je rêve que dans la nuit, ton étoile s'illumine. L'étoile s'est illuminée. Elle ne demande plus maintenant qu'à briller, et le plus longtemps possible, s'il vous plaît. Avant de refermer le journal, je vous en rappelle le principal titre. Une adolescente de 14 ans est morte aujourd'hui au CHU de Brest. Elle était porteuse de la grippe A-H1N1, mais on ignore si le virus est la cause du décès. Elle était aussi atteinte d'une maladie grave et d'une infection pulmonaire. Elle était donc fragilisée. Quoi qu'il en soit, le ministère de la Santé rappelle ce soir qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le virus est très contagieux, mais pas plus virulent qu'une grippe normale. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est la météo avec Laurent Romeshko. À 20h35, ne manquez pas les carnets de voyage d'envoyé spécial avec Françoise Joly et Guylaine Chenu. Pour le journal, demain à 13h, vous aurez le plaisir de retrouver Sophie Le Saint. À 20h, Marie Drucker. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à lundi. Excellente soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.